fossiles, on analyse les strates, les couches de roches dans la terre, et ça raconte toute une histoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas encore très bien la lire, mais ce qu'on a découvert est extraordinaire. C'est ça qui est passionnant dans la géologie. Nous en parlons régulièrement sur Ici et Maintenant. Votre avis, à vous, Dorothée Queclin de Bizemont, est-ce que la Terre est en train de nous avertir qu'elle en a marre de souffrir autant? Ah, c'est évident. Écoutez, c'est évident. Moi, je vais me promener tous les matins dans la forêt, et je lui parle, et je lui dis, je sais qu'un jour tu vas te secouer parce que tu n'en peux plus, et je sais qu'un jour tu vas réagir violemment, et je te demande de me protéger parce que moi je t'ai toujours défendu, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour te défendre, et je suis navrée de voir comme on détruit la terre dans une inconscience épouvantable, et la terre va se secouer, c'est absolument évident. Elle l'a dit, elle l'a annoncé, oui. On a eu des messages où elle l'annonçait. Est-ce que Edgar Cayce a parlé du déluge? Est-ce que l'on pourrait considérer éventuellement que le déluge a été la première grande catastrophe que la Terre ait vécue? Mais vous rappelez ce que dit Platon. Platon dit que son grand-père Solon, en stage chez les prêtres égyptiens d'Héliopolis, les Égyptiens lui disaient à Solon, arrière-ancêtre de Platon, lui disaient: vous autres Athéniens, vous êtes des enfants, vous ne savez rien, vous n'avez gardé que la mémoire d'un seul déluge, et il y en a eu plusieurs. Et Cayce, effectivement, raconte de multiples catastrophes qui ont englouti plusieurs grands continents. Il n'y a pas que l'Atlantide, il y a eu aussi la Lémurie, le continent perdu du Mu, il y a eu le Gobi. Et donc, il y a eu plusieurs déluges. Il y a eu un grand déluge dont parle la Bible et dont les Grecs se souvenaient, mais il y a eu divers épisodes de déluge, c'est certain. Je vais volontairement un peu rapidement parce que j'aimerais laisser du temps aux questions des auditeurs et des auditrices qui ne vont pas manquer de vous poser, enfin, je l'espère, à condition d'écouter bien l'émission depuis 23 heures. Je passe à un autre passage, passer d'un autre passage à un autre passage de ce livre. Je rappelle le titre, Edgar Cayce, La mémoire spirituelle de la matière, Dorothée Queclin de Bizemont, c'est aux éditions du Rocher. Les plantes. Edgar Cayce parle de la mémoire des plantes. Bien sûr. Mais vous savez, tous les travaux récents qu'on a faits sur la sensibilité des plantes montrent que les plantes sont conscientes. Les plantes communiquent, elles parlent, elles sont intelligentes, elles sont extraordinairement intelligentes. Vous pouvez parler avec vos plantes et elles vous informeront, elles vous mettront en garde, et elles vous instruiront. Et je raconte cette histoire qui m'avait bouleversée de ce soldat japonais oublié dans une petite île du Pacifique. Après la Seconde Guerre mondiale, quand les Japonais ont été battus et l'armée japonaise s'est retirée, ils ont oublié, en battant dans leur retraite, ils ont oublié des soldats sur certaines îles tropicales, au milieu de ces milliers de petites îles des Philippines et du Pacifique. Et ces soldats oubliés, peu à peu, ont fini par réémerger et être récupérés et rentrer au Japon. Et ils ont raconté des choses extraordinaires. Et il y en a un qui racontait qu'il est resté tout seul des années dans son île perdue du Pacifique, et que les plantes avaient fini par l'instruire, par lui parler. Par exemple, quand il était malade, les plantes lui parlaient, lui indiquaient laquelle d'entre elles pouvait le soigner, et comment il fallait s'en servir, et quelle partie de la plante était utile, et qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et puis, elle lui indiquait lesquelles il devait manger. Et puis, le dernier jour de son séjour, il parle avec ses plantes, et il remarque que toutes ces plantes avaient l'air tristes. Et elles lui disent: c'est notre dernier jour avec toi, on va se séparer, tu vas nous quitter, on va être très triste parce qu'on t'aimait beaucoup. Et tu es notre enfant humain et on s'est attaché à toi, et cette séparation est une chose triste, et aujourd'hui est le dernier jour. Alors il comprenait pas, et puis régulièrement il allait faire un petit tour sur le rivage, et là il aperçoit un bateau. Alors il fait des grands signes sur le rivage, et le bateau le voit, et envoie une chaloupe le chercher, et on le ramène,
Et on le ramène au Japon, et effectivement, les plantes savaient que c'était le dernier jour, et il dit, elle m'avait prévenu. Et il dit, j'ai gardé une nostalgie de ces amies végétales qui ont été les plus fidèles et les plus intéressantes, qu'aucun être humain ne le sera jamais. Cela me rappelle un passage de ce conte initiatique, Le Petit Prince de Saint-Ex, quand il y a la avec séparation entre la rose et la rose, et le Petit raconte. Prince, Saint-Ex ne l'a pas inventé, parce qu'il y a énormément de gens qui ont de jardiniers qui ont entretenu un dialogue avec leurs plantes. Des plantes qui vous parlent, qui vous préviennent, qui vous disent des choses. Et moi, je dois dire que j'ai un petit jardin et je demande aux plantes où elles veulent que j'ai des plantes en pot. Et je leur demande ce qu'elles veulent que je fasse pour les soigner. Et je prends mon pendule, je leur dis, est-ce que tu veux que je te mette là? Est-ce que tu veux que je t'arrose? Est-ce que tu es contente d'être au soleil? Qu'est-ce que tu as à me raconter? Et on obtient des choses. On parlait de fidélité animale, on en reparlera dans quelques instants. Voilà, Arthur s'est calmé, est venu s'installer sur vos genoux. Y a-t-il une fidélité des plantes? Ah oui, bien sûr. L'histoire du soldat japonais le prouve, que pendant des années, elles ne l'ont jamais trahi, elles ont toujours cherché à l'aider, à lui indiquer ce qui était le mieux pour lui. Il raconte qu'un jour il était blessé, il y a une plante qui lui a dit mais tu peux prendre mes feuilles et les mettre en cataplasme sur ta blessure et moi je vais te guérir. Elles ont été d'un dévouement et d'une fidélité sans faille. Vous vous souvenez de cette histoire de Konrad Lorenz qui devient l'ami de Poussin alors qu'il a parlé simplement à des œufs fécondés en attendant que les poussins éclosent, et que se passe-t-il? Ah oui, mais un œuf, c'est un monde. Oui, bah oui. Comme une noix. Qu'y a-t-il dans une noix? Mais oui, qu'est-ce qu'on y voit? C'est un monde, c'est un univers. S'il vous plaît, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette authentique histoire de Konrad Lorenz avec des œufs et des poussins. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, le poussin. Le poussin, c'est la première voix qu'il a entendue. Et une fois qu'il est sorti de sa coquille, il s'attache à l'homme, à la voix qu'il avait entendue, comme si c'était sa propre mère, et il reste d'une fidélité extraordinaire. Très beau film à conseiller, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est Le Peuple migrateur. Or, merveilleux, sensationnel. Moi, je l'ai vu et revu, il fallait faire ce film. Est-ce que Edgar Cayce parle de la fidélité? Je voulais vous la fidélité animale, beaucoup. Ouais. Et la fidélité, il n'arrête pas de citer certaines espèces de plantes, des plantes et des animaux, en leur disant qu'elles ont d'immenses leçons à nous donner, donc de fidélité, la rose, le chien, le chat. Il parle de tous ces êtres de règne que nous considérons comme inférieurs et qui ne nous sont pas inférieurs. Ils sont autres, mais ils ne sont pas inférieurs. Quand on dit le mot inférieur, on porte un jugement dévalorisant. Or, on ne devrait pas. Qu'est-ce que la fidélité? C'est la constance dans la lumière. C'est la constance dans l'adéquation aux lois de l'univers, aux lois du cosmos. Pourquoi c'est si difficile? Parce que nous sommes un champ de bataille entre des forces de destruction et des forces de construction. Dorothée, le Petit Prince demande au pilote, dessine-moi un mouton. Et si je vous disais, Dorothée, décidez-moi la fidélité, comment vous me dessineriez la fidélité? Oh, peut-être pas un mouton, parce que j'ai pas la pratique du mouton, mais un chien, un chat, un oiseau. Tous des gens d'une bouleversante fidélité. On parle toujours du chien qui a traversé toute l'Allemagne, qui a fait 1000 kilomètres pour retrouver ses maîtres qui avaient déménagé. Il y a même l'histoire du chien qui a pris, avait été oublié sur un autre continent et qui a repris le même bateau pour retrouver ses maîtres, enfin, ou du chat, c'est extraordinaire. L'être humain est capable aussi de fidélité. Oui, parfois. Soyons positifs. Positivons, malgré tous les exemples qu'on a sous nos yeux.
Nous-mêmes constatons en nous-mêmes, sur nous-mêmes, l'infidélité. Il nous arrive aussi si souvent à nous-mêmes d'être infidèles. Infidèles à nous-mêmes, surtout? Ah oui, c'est très grave. C'est une des choses les plus graves qui soit. Mais quand on est infidèle à autrui, on est aussi infidèle à soi-même, ça va ensemble. Infidèle à soi-même, ça veut dire qu'on est infidèle à son projet de vie, on est infidèle à sa foi, on est infidèle à ce qu'on avait voulu, ce qu'on avait cherché, ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait promis. Enfin, c'est épouvantable à quel point on est infidèle. Je voudrais simplement dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas Internet que les internautes doivent se régaler de voir Arthur parader devant la caméra, bâiller, d'un air de dire qu'est-ce qu'ils font, c'est de là, que disent-ils? Vous pensez qu'ils nous écoutent? Arthur, je ne parle pas des auditeurs et des auditrices. Oh oui, Arthur comprend beaucoup de choses. S'il parlait, s'il pouvait parler, que dirait-il? Il m'a parlé quelquefois, Arthur. Quand je l'ai trouvé dans la forêt, il se mettait en face de moi et il me regardait droit dans les yeux, il plongeait ses yeux dans les miens et il me racontait pourquoi il avait été abandonné, il me racontait toute son histoire. Et il restait pendant des heures à me fixer et à me raconter. Alors, j'en ai capté un petit peu, j'ai capté un résumé de son histoire. Mais il y a certainement des choses qui m'ont échappé. Dorothée, vous avez beaucoup d'humour quand vous écrivez. C'est plutôt... j'ai écrit ce livre avec mon fils, et mon fils avait beaucoup d'humour. Le chapitre 9, par exemple. Le souvenir, c'est l'avenir. Ah oui, c'est évident. Développez, s'il vous plaît, en quelques mots. Avancez un petit peu dans vos questions pour m'aider à préciser. Est-ce que ce Gilles, votre Gilles, à vous, votre fils, c'est vous qui lui posez la question, tu es l'enfant de ta mémoire? C'est quelque chose qu'on a trouvé spontanément tous les deux, parce que vous savez, les enfants, ils ont... Bon, d'abord, mon fils est du Capricorne, qui est le signe de la longue mémoire, qui est sous l'influence de Saturne. Mais les enfants gardent pendant très longtemps le souvenir de leur vie antérieure. Et ce souvenir des vies antérieures, quand on peut le conserver ou en conserver assez clairement certains éléments, c'est une aide considérable pour construire son avenir. Et ça explique aussi pourquoi on choisit de s'engager dans tel ou tel avenir. Et quand on peut creuser ou développer la chose, il y a des gens qui savent très bien qu'ils vont s'engager dans telle carrière parce que ils sont guidés par des souvenirs de vie antérieure. Par exemple, question interrogative. Vous saviez qu'un jour vous écririez, Dorothée? Ah oui, ça j'ai toujours su. Oui. J'ai toujours voulu. Mais je même me suis avant... entraînée dès que j'ai su lire et écrire. Oui. Pardon? Même avant? Avez-vous fait un retour dans vos vies antérieures? Ah oui. Qui étiez-vous? C'est passionnant. C'est passionnant. Je veux dire que c'est un jeu passionnant auquel tout le monde peut se livrer. On trouve des choses tout à fait étonnantes. On n'arrive pas à faire le tour de toutes les vies antérieures, parce que vous savez, la France actuelle est un pays de vieilles âmes, et la plupart d'entre nous, vous Jean-Claude, moi-même, ce chien, tous les gens, la plupart des gens que nous rencontrons, nous avons beaucoup de vies antérieures derrière nous. Nous n'en avons pas une ou deux ou trois. Nous sommes un pays de vieilles âmes, une vieille civilisation avec des vieilles âmes. Nous avons des centaines de vies antérieures, comme le Bouddha qui pouvait contempler sans horreur ses 500 et quelques vies antérieures. Alors, moi, j'ai retrouvé certaines des vies antérieures, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai retrouvé des vies de marins, j'ai trouvé des vies d'artistes, j'ai retrouvé des vies de musiciens, j'ai retrouvé des vies de danseuses, j'ai retrouvé toutes sortes de vies d'hommes et de femmes. J'ai pas retrouvé toutes mes vies antérieures, je ne suis pas le Bouddha, ça m'est pas accessible. J'en ai retrouvé un certain nombre qui m'expliquent mes goûts, mes choix, qui m'expliquent beaucoup de choses sur moi-même, mais j'ai pas fait le tour de la question. Je n'ai pas cette prétention d'ailleurs. Mais quand on retrouve ces vies antérieures, c'est toujours très intéressant. Il y a, il me semble, j'ai vu ça cet après-midi sur Internet, un Roger Quéclin, un grand musicien, c'est ce prénom-là? Un grand musicien dans votre famille, parce que votre arbre généalogique, il est prestigieux. Vous avez beaucoup de... Oui, c'est une famille de pionniers.
C'est Charles Quéclin, le grand musicien. C'est une famille de pionniers. C'est-à-dire, c'est une famille qui était en Alsace, à Mulhouse, dans la République de Mulhouse. Nous étions la République de Mulhouse jusqu'en 1799. Et ils ont commencé par être pionniers du point de vue de la religion. Ils ont, si vous voulez, utilisé le protestantisme comme un levier de créativité, comme un levier social aussi extraordinaire. Et ils avaient créé une petite... Mulhouse n'était pas la seule d'ailleurs. Dans tout ce coin de la Suisse et de l'Alsace, il y avait des petites cités d'un extraordinaire dynamisme et qui encourageait l'individualité créatrice. On a eu la même chose en Italie, à Florence, à Sienne, à Parme, à Bologne, à Rome, où l'individualité créatrice était encouragée. Il n'y avait pas un grand État centralisateur qui uniformisait, si vous voulez, la créativité des gens. C'est le produit des petites structures municipales, des petites structures politiques. Vous parlez de vies antérieures. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions quant à cette partie de l'émission. Mais pouvons-nous garder, et je fais appel également à Edgar Cayce à travers votre bouche, Dorothée, pouvons-nous garder la mémoire de peuples disparus? Autrement dit... Mais elle n'a jamais été perdue, la mémoire des peuples disparus. Elle est très facile à retrouver si on veut la retrouver. Et comme nous sommes dans une époque où on est en train de tout retrouver, on va tout retrouver et c'est passionnant. Et c'est tout un chapitre de l'histoire de Cayce qui m'a absolument passionné. C'est ce que j'appelle, moi, c'est mon expression, l'histoire psy. C'est-à-dire une lecture de l'histoire qui intègre les civilisations disparues. Il y a eu des civilisations dont on a gardé une vague mémoire, c'est l'Atlantide, parce que Platon en avait des échos qui lui étaient parvenus à travers son grand-père Solon qui avait été faire un tour en Égypte où ils en avaient gardé la mémoire. Il y a la Lémurie, c'est-à-dire la civilisation engloutie du Pacifique, qui est bien plus ancienne encore, dont la mémoire s'est gardée dans les peuples riverains du Pacifique. Il y a la civilisation du Gobi, celle-là, elle est complètement oubliée, et il y en a eu d'autres. Dans ces lectures, Edgar Cayce, comme nous en avions parlé il y a quelques mois sur Ici et Maintenant, c'était un mardi soir dans l'émission de Didier Deplège, La Vague d'OVNI, à propos de Christophe Colomb, qui se vante d'avoir découvert l'Amérique et qui en fait a échoué. C'est-à-dire qu'il n'a pas découvert, il a retrouvé quelque chose qui était, je dois dire, déjà connu de son époque. Car à son époque, il y a des gens qui connaissaient déjà, mais c'était un secret de pilote. Bon, tous les Normands, les Vikings, il y a eu un flot ininterrompu de visiteurs du Nord, de gens du Nord, qui ont visité régulièrement Terre-Neuve, le Canada, les côtes est de l'Amérique et le Brésil, puisqu'on retrouve des pierres marquées de runes sous des arbres vieux de plus de 1000 ans. Donc il y a des traces archéologiques des visiteurs scandinaves. Donc c'est bien avant Colomb, puisque c'est déjà Éric le Rouge, un des premiers visiteurs du Groenland, c'était en l'an 1000. Et puis si les Danois avaient appelé le Groenland, qui veut dire la terre verte, c'est parce qu'ils ont visité le Groenland à une époque où il n'était pas recouvert sur les glaces. Donc, les Phéniciens auraient bien avant... certainement. Oui. Certainement. Et il y a quelque chose qui a toujours intrigué les archéologues, c'est qu'on trouve plusieurs fois sur des fresques romaines une représentation de l'ananas. Donc l'ananas est un fruit qui ne poussait pas en Afrique ni en Europe. L'ananas est un fruit typiquement américain. Donc il y avait bien des gens, au temps des Romains, qui avaient voyagé aux Amériques et qui en avaient rapporté des ananas, puisque les Romains l'ont représenté sur leurs fresques. Emmanuel Velikovsky parle dans un de ses bouquins des mammouths congelés retrouvés. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose, c'est les fameux bone beds. Cayce également en parle aussi. Cayce dit qu'il y a eu plusieurs basculements d'épaule. Comme disaient toujours les prêtres d'Héliopolis au grand-père de Platon, ou à l'ancêtre de Platon,
il y a eu plusieurs basculements. Enfin, nous avons vu plusieurs fois le soleil se lever là où il se couche actuellement. Ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs fois des basculements des pôles. Et Cayce parle d'un basculement des pôles qui a eu lieu en 20 000, 25 000 avant Jésus-Christ, et qui a eu pour résultat la congélation, quelque chose d'assez violent. La congélation, certaines zones se sont refroidies immédiatement, et ces pauvres mammouths congelés, on a encore trouvé dans leur estomac des petites herbes toutes vertes qu'ils étaient en train de brouter au moment où ils étaient congelés. Mais il n'y en a pas seulement en Sibérie, il y en a aussi au Canada. Ils sont très frais et c'est très récent. Et Cayce dit de ce cataclysme, Dieu changea l'axe des pôles et la glace fit son œuvre. Et pour Cayce, Dieu, c'est l'esprit créateur, ouais. c'est la vie qui crée, c'est l'esprit créatif, c'est les forces de vie, ce sont les forces créatrices. Parce que, au fond, Cayce emploie très rarement le mot Dieu. Il emploie plutôt, pour parler de Dieu, les forces, il dit les forces créatrices. Ouais. The creative forces, les forces créatrices. De son temps, du temps de son vivant, plus exactement. Il employait le mot Dieu pour se faire comprendre, oui. Parce que les gens autour de lui, ils n'étaient pas très très fut-fut. Au point de vue culture, c'était zéro. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Ils étaient complètement confis dans leur vision protestante puritaine du Bible Belt. Donc, ils ne savaient pas grand-chose. Mais bon, même en relisant la Bible, ils ne comprenaient pas très très bien ce qu'ils lisaient. Mais quand il lit la Bible, il a au moins une lecture, j'allais dire... Il y a deux types de lectures différentes. Des textes qui le nourrissent. Il y a deux types de lectures différentes de la Bible chez Cayce. Il y a la Bible qu'il lit lui-même, auquel il ne comprend pas grand-chose. Et puis, il y a la Bible telle qu'elle est expliquée à travers ses lectures. Et une fois réveillé, il reprend les passages bibliques qui ont été cités et expliqués par la voix qui passe à travers lui. Il les reprend pour essayer de les approfondir. Et cela nourrit sa connaissance de la Bible, ce qui fait que toute la vie, il a énormément, à l'état éveillé, donc amélioré sa connaissance biblique des informations qui étaient données dans les lectures. Dorothée, nous allons faire une nouvelle pause musicale, et puis dans une autre partie de ce Plus près des étoiles, je vais essayer de vous poser des questions sur l'Égypte et le Sphinx, d'accord ? Ah oui. À tout de suite. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 sur le net, ici et maintenant.com, plus près des étoiles. Comme chaque vendredi, ce soir, vous êtes en compagnie de Dorothée Quéclin de Bizemont. Où vont les rêves, Dorothée ? Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent quelque part ? Ils viennent de quelque part, mais ils s'arrêtent à vous. Vous rêvez, vous aussi ? Oh, ben, comme tout le monde. Comment, comme tout le monde ? Mais je crois que tout le monde rêve, mais tout le monde ne sait pas qu'il rêve et tout le monde ne se rappelle pas de ses rêves. Moi, j'essaie d'analyser mes rêves, mais j'y arrive pas toujours très très bien. Je ne suis pas une spécialiste des rêves, il y a des bien meilleurs spécialistes que moi. Et Cayce avait beaucoup insisté sur l'importance de l'analyse des rêves. En tout cas, je m'efforce de me les rappeler et de les analyser. C'est pas toujours évident de les analyser, mais quelquefois c'est très clair. Alors, c'est une mode. Ouais. Comment dire, les rêves sont un moyen d'information absolument fondamental. Une réalité occultée qui apparaît oui. pendant le sommeil.
Oui, bien entendu. Avec un langage du corps, un langage de l'inconscient, un langage des perceptions, des choses qu'on a perçues mais que notre intellect n'a pas laissé parvenir à notre intelligence, à notre compréhension et qui nous est rappelé. Non, c'est très très important, les rêves. Est-ce que Edgar Cayce rêvait? A-t-il rêvé la réalité? Il a raconté certains rêves à lui qu'il a retranscrits. En particulier, il y a un rêve que je note à la fin de l'univers d'Edgar Cayce où il rêve d'une vie, non pas d'une vie antérieure, mais d'une vie future, où il se réincarne en Amérique. Il raconte, il dit « J'étais réincarné en Amérique, mon nom était très étrange et ne ressemblait pas du tout à celui que j'ai actuellement, mais je savais que j'avais été Edgar Cayce dans une vie ancienne et je survolais l'Amérique dans un grand cigare volant et je voyais les ruines de New York. New York avait été détruite et on était en train de la reconstruire. » Et ce qui est très intéressant, c'est tout ce qu'il a dit. Il y a au moins 4 ou 5 prophéties où il parle de la destruction de New York. Est-ce que l'on aurait-il parlé du 11 septembre? Je n'ai pas trouvé trace, mais vous qui le connaissez par cœur. Mais si, dans les prophéties, dans le tome 1 de l'univers d'Edgar Cayce, j'ai mis 4 lectures, mais d'ailleurs il y en a peut-être d'autres, où il annonce la destruction de New York. Et il dit New York sera comme toutes les autres grandes villes, sera détruite. Et quelqu'un lui dit est-ce que vous, malgré ce que vous dites, est-ce que je dois m'installer à New York? Et Cayce lui dit écoutez, vous pouvez vous installer parce que mais il faut que vous sachiez qu'il y a des vibrations très destructrices qui commencent à s'installer et qui ne se mettront en œuvre qu'à la prochaine génération. Or, il dit ça en 1945. Et donc, si vous voulez, le problème du 11 septembre est quelque chose, on peut penser que c'est les mauvaises vibrations de cette ville qui ont attiré cette catastrophe, cette agression. Je rappelle que ce livre, le tome 1, l'univers d'Edgar Cayce, a été publié en 1985. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé après 2001, en 1985, chez Robert Laffont. Oui, j'ai retrouvé la lecture, je vais vous le dire. Oui. Il répond à une question posée en 1941. Je sens depuis plusieurs mois, dit le correspondant de Cayce, que je devrais quitter la ville de New York. Qu'en pensez-vous? Voilà, Cayce lui dit oui, ce serait bien. Il y a trop d'agitation. Ce type de vibration ne fera que continuer et s'accentuer, ce qui est très perturbant pour vous, et ces énergies de destruction aussi, quoique ces forces destructrices n'entreront en action qu'à la prochaine génération. Alors donc sont les enfants de cette personne qui avait posé la question en 45, donc c'est maintenant. Alors qu'est-ce qu'il dit d'autre? Est-ce que une autre personne qui lui dit est-ce que Los Angeles est un lieu sûr? Cayce répond Los Angeles, San Francisco, la plupart de ces lieux, il veut dire la plupart de ces villes, seront détruites avant même New York. Donc il tient pour acquis que New York va être détruite. Voilà le rêve où il anticipe. Il dit je naissais de nouveau en 2100 dans le Nebraska. La mer apparemment recouvrait tout l'ouest du pays et la ville où j'habitais était sur la côte. Alors si vous regardez le Nebraska, c'est un État qui est dans le centre de l'Europe, dans le centre du continent américain. Donc ça veut dire que toute la moitié ouest des États-Unis a fait un grand plouf dans le Pacifique. Le nom de ma famille était bizarre. Très jeune, j'avais déclaré être Edgar Cayce qui avait vécu 200 ans auparavant. L'eau recouvrait une partie de l'Alabama. Norfolk en Virginie était devenu un immense port de mer. New York avait été détruite soit par une guerre, soit par un tremblement de terre, soit par je ne sais quoi d'autre, et on était en train de reconstruire la ville. Un autre livre beaucoup plus récent, je ne sais pas si vous l'avez lu, Dorothée, c'est le livre de Neil Dougherty,
Voie express pour le paradis, lu, où il parle aussi de cette vague. Oui, je le connais, c'est un ami, la fameuse vague de 100 mètres de haut, qui doit détruire New York et qui est un tsunami qui vient de l'ébranlement d'un grand tremblement de terre aux Canaries. J'ai invité Ned Dougherty dans notre association, le Navire Argo, début décembre, là, et il nous a raconté que il revenait des Canaries, où il avait été avec son ami, et il nous a raconté qu'il était terrorisé parce que il avait l'impression que ça tremblait déjà sous ses pieds et que c'était d'une instabilité épouvantable, et il ne mettait absolument pas en doute ses visions de ce grand tremblement de terre plus éruption volcanique qui doit déclencher cette vague, ce tsunami qui va mettre 9 heures, nous a-t-il dit, pour traverser l'Atlantique, et qui 9 heures plus tard va se transformer en vague de 100 mètres de haut sur New York. Mais vous savez que nous avons aussi en France des prophéties sur des grands raz-de-marée, nous en avons aussi. Et je me rappelle d'avoir donné une conférence en Bretagne, à Rennes, où j'étais accueillie par une association dont le président était quelqu'un de très bien informé, et il me disait « je suis très content parce que la maison de ma famille en Bretagne est à plus de 100 mètres de haut, donc nous ne serons pas noyés par le grand raz-de-marée qui doit arriver ». Donc il y a dans d'autres parties du monde et d'autres parties des pays qui bordent l'Atlantique des prophéties sur le raz-de-marée de 100 mètres de haut. Souvenons-nous, c'est pas aussi loin que ça, mais à Paris, nous avons connu à plusieurs reprises un phénomène bien moins pire. On ne va pas comparer ce tsunami qui a eu lieu le 26 décembre. Oui. Nous avons fait le rapprochement de plusieurs 26 décembre. Par exemple, le 26 décembre 1999, le jour où il y a eu cette tempête sur la France. Et il y a eu aussi le grand tremblement de terre où la ville de Bam s'est écroulée. C'était aussi à 26 décembre. 26 décembre. Ouais. Oui. Alors... Oui, j'ai un ami voyant qui s'appelle Tarek et qui pense que ce sont des dates très dangereuses, parce que le 26 décembre vient quelques jours après le solstice d'hiver, et il pense que tous les sorciers et les mages noirs font des grandes réunions à ce moment-là, et que ça alourdit beaucoup l'ambiance. Mais on peut les contrarier, parce que Edgar Cayce parle beaucoup de la force de la prière. Bien sûr. Oui, seulement la force de la prière, il faut que les gens veulent prier et veulent être dans la lumière et veulent construire dans la lumière. Or, il y en a aussi beaucoup qui utilisent cette puissance de la prière en négatif. Ce sont tous les mages noirs, tous les sorciers, les envoûteurs. Ils utilisent cette puissance qui est donnée à l'homme pour détruire. Cela existe aussi. Alors, quand je parlais de petits tsunamis, celles et ceux qui habitent Paris, qui ont qui ont un certain âge, ont connu peut-être ce qu'on appelle le mascaret. Là, rien ne résiste à la scène, même s'il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Et c'était venu jusqu'à Paris. Oui. Alors, c'est pas en 1910 1910, exactement. Oui, et tout Paris avait les pieds dans l'eau. Oui, souvenons-nous. On retrouve encore des photos, des cartes postales de cette période. Alors, venons-en à Edgar Cayce, à propos de lecture. J'ai lu au mois de novembre 1932, voici ce que dit Edgar Cayce. Oui, bientôt viendra le temps des grands changements, et dans 3 endroits différents, on exhumera les archives de l'Atlantide. Le temple de l'Atlantide surgira à nouveau. C'est alors qu'on mettra au jour le temple, ou plutôt la salle des archives en Égypte, ainsi que les archives qui avaient été cachées au cœur du pays atlante. Elles pourront y être retrouvées. Ces archives forment un tout. Ça reste quand même un peu hermétique. Non, c'est très clair. Pour vous? Parce qu'il en a parlé plusieurs fois. Parce que c'est hermétique s'il y a une seule lecture, mais ça a été répété dans plusieurs lectures. C'était répétitif, il en a reparlé. Il dit oui, les archives de l'Atlantide, on les retrouvera en 3 endroits. Il y a un endroit. Elles sont dans 3 endroits. Une partie a été enfouie sous les pattes du grand sphinx dans le plateau de Gizeh en Égypte. Il y en a une autre partie qui se trouve quelque part au Yucatan, et il y en a une autre partie qui se trouve autour de Bimini. Vous savez,
Vous savez, en océanographie, il y a un phénomène qui est très connu et tout à fait inexpliqué qui s'appelle les eaux blanches. C'est-à-dire c'est un grand rayon lumineux qui part du fond de la mer et qui illumine toute une partie de l'océan au large de la côte est des États-Unis, entre Bimini et les Bahamas et la Floride. Et ce phénomène des eaux blanches, même les astronautes, en survolant la Terre, voyaient cette zone où les eaux sont blanches, comme si un rayon lumineux venait du fond de la mer. Et il n'y a pas d'explication scientifique. Et ça se passe à certaines périodes d'hiver, et c'est lié au phénomène du triangle des Bermudes. Et Charles Bermitz dit, se référant à Kessy, puisque c'est un best-seller qui est un auteur de best-seller, qui est un très grand lecteur de Kessy, il dit, mais le grand cristal de l'Atlantide, ce fameux grand cristal qui concentrait la lumière pour la transformer en énergie électrique, il est resté au fond, dans les palais, dans la capitale de l'Atlantide, qui était Poséidia, et qui s'est écroulé à cet endroit-là, et peut-être qu'il continue à capter des rayons de lumière, et ça serait à l'origine de cet étrange rayon de lumière qu'on voit sortir du fond de l'océan Atlantique à certaines périodes. Donc, aux alentours de Bimini, il y a tout de même des choses extraordinaires. C'est que il y a un plongeur français qui s'appelle Rubikoff qui a identifié un mur qui s'appelle donc le mur de Rubikoff et qui est comme une sorte de jetée qui est construit avec des grosses pierres taillées vraiment de main d'homme. Et autour de Bimini apparaissent peu à peu, les fonds marins sont en train de remonter, et il apparaît peu à peu marqué par des algues comme le plan d'une ville, c'est-à-dire des tracés géométriques comme un plan de ville. Et Kessy a constamment dit que la capitale de l'Atlantide, qui s'appelait Poséidia, qui est engloutie, c'était à l'endroit de Bimini. C'était autour de Bimini. Et pourtant, ces blocs, même s'ils ont été taillés par la main de l'homme, oui, mais apparemment, quand et comment Quand c'est des blocs cyclopéens immenses. Tellement énormes qu'on peut se demander comment, dans quelle sorte de matériaux, enfin. Le matériau, oui, on voit bien ce que c'est que le matériau. C'est une roche qui d'ailleurs n'est pas du tout la même que celle du fond. Donc c'est comme ça qu'on voit que c'est de main d'homme et que ça a été transporté. Mais ça pose le problème des constructions cyclopéennes, car il existe de par le monde un certain nombre de constructions construites avec des blocs géants. Alors la plus célèbre, mais géants, on ne pourrait plus les manier, les assembler. En plus, c'est assemblé en général avec une précision extraordinaire. Et le plus célèbre de ces monuments construits en blocs cyclopéens est donc l'ensemble des 3 grandes pyramides du plateau de Gizeh, le Sphinx lui-même et le temple de la vallée qui est en dessous du Sphinx, qui est construit avec d'énormes blocs. Il y a aussi les murs des citadelles du Pérou où il y a ces blocs taillés avec une précision d'horloger, ces blocs à 12 angles qui sont extraordinaires. Moi, j'ai vu à Saturnia en Italie, il y a une petite ville très ancienne qui s'appelait Saturnia et qui est encore entourée d'une citadelle construite avec des murs, des murs faits de blocs cyclopéens. Il y a les terrasses de Baalbek aussi avec des blocs immenses. On ne pourrait plus, voudrait-on reconstruire toutes ces structures, en particulier la Grande Pyramide à l'heure actuelle, on ne pourrait pas. Parce que ça a été construit avec une précision incroyable et ce sont des blocs énormes. On n'aurait ni l'argent ni la technologie. On s'en est aperçu. Dans l'univers d'Edgar Kessy, que vous avez écrit Dorothée Queclin de Bizemont, édition Robert Laffont, voici ce que dit Edgar Kessy. Le grand sphinx est antérieur à la grande pyramide. Il fut construit de la manière suivante. Le sol a été creusé dans les plaines et la base du sphinx repose sur des canaux de drainage. Dans l'angle qui fait face à Gizeh, on peut trouver les textes qui expliqueraient comment fut faite cette construction. Le sphinx est le portrait d'Asrarion, conseiller du roi. Asriarion. Asriarion. Oui, c'est donc un véritable personnage.
Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il a tout de même l'air d'un Chinois. Et on demandait à Kessy, parce qu'il a des pommettes très saillantes, il a des yeux en amande, et on demandait à Kessy, et un visage plutôt large, on demandait à Kessy à quoi ressemblaient les Égyptiens de cette époque, et il disait que les Égyptiens de cette époque étaient un mélange de plusieurs ethnies, de Caucasiens, d'Éthiopiens, de tout, et que globalement, le résultat, c'est qu'ils ressemblaient à des Chinois. C'est Kessy qui le dit. Et le sphinx est antérieur à la construction de la Grande Pyramide? Oui, il semble qu'il soit le plus ancien de tout, avec ce temple de la vallée, avec ses blocs cyclopéens. Dans la construction de la Grande Pyramide, enfin dans cet ensemble, dit Edgar Kessy, et de ce qui est appelé maintenant le mystère des mystères, c'est-à-dire le sphinx, l'objectif était de construire un mémorial. Et la construction s'est faite en plusieurs étapes. À un temps, elle a été stoppée, puis elle a été reprise par la reine de l'époque. Et avec l'idée de représenter avec le sphinx toute une leçon pour l'instruction du peuple et les relations, en particulier les relations entre l'homme et le monde des forces animales. Car vous savez que c'est un gros problème. Il y a eu une époque où l'homme et l'animal s'est mélangé au point qu'il a existé. C'est qu'ici qu'il dit ces êtres qu'il appelait des choses, qui étaient mi-homme, mi-animal. Alors les Grecs, qui est donc un peuple qui est régi par le signe du Capricorne et Saturne, qui est le peuple de la longue mémoire, les Grecs qui n'ont pas tant oublié que ça, qui ont gardé la mémoire d'une époque où il existait ces êtres hybrides, comme les centaures, c'est-à-dire un corps de cheval et un buste d'homme. Le Minotaure, par exemple. Oui, absolument, les sirènes, enfin, c'est d'êtres hybrides mi-animaux et mi-humains. Et alors Kessy apporte un éclairage extraordinaire sur cette histoire, un éclairage auquel on n'aurait jamais pensé. C'est un éclairage compassionnel. Il dit il s'agissait d'âmes humaines qui s'étaient projetées dans des corps animaux suite à un désir sexuel mal orienté. Et finalement, c'était devenu des pauvres choses, des êtres hybrides qui n'avaient plus, ils étaient privés de l'équilibre de l'animal et des pouvoirs de l'humain. Enfin, Et alors, il dit que dans l'Égypte, dans les temples de l'Égypte ancienne, de la première partie de l'Égypte ancienne, il y a 10 000 ans, la grande période de l'Égypte ancienne, on a créé des hôpitaux, des structures hospitalières pour traiter et soigner ces êtres hybrides de façon à ce qu'ils disparaissent, de façon à ce que ces êtres humains piégés dans les corps animaux retrouvent leur dignité d'être humain, qui soit par la chirurgie, on leur rendait des pieds là où ils avaient des sabots. On leur remettait des ongles là où des ongles humains là où ils avaient des griffes, et on leur enlevait les poils, les cornes, tous les attributs animaux, ce qui fait que ces êtres ont disparu. Et c'est probablement de là que vient le mépris dans lequel on tient, enfin c'est moi qui ajoute ça, on tient depuis si longtemps ce pauvre règne animal. Et c'est pas de sa faute si l'homme dans sa perversité, à une époque où il le pouvait, s'est accouplé avec des animaux avec ce résultat navrant. Et Kessy dit ces êtres hybrides avaient été utilisés par les Atlantes comme des esclaves, comme des robots, qu'ils appelaient les choses. Et c'était des êtres très malheureux. C'était des êtres humains privés de leur dignité humaine. Et c'est l'Égypte ancienne qui était l'Égypte, c'est le pays de la médecine, c'est un pays qui savait tout sur le corps humain et la façon de le soigner, à soigner ces êtres. Et dans toutes les mythologies anciennes des pays du monde entier, on retrouve la trace de ces êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux. Mais d'après Kessy, c'était pas un succès. Alors toujours à propos du sphinx, voilà ce que dit Edgar Kessy. Dans ce lieu proche du sphinx, où se trouve la salle des archives, donc l'Atlante, en terre égyptienne, on retrouvera des archives et documents. Cette salle des documents se trouve là où la ligne d'ombre tombe entre les pattes du sphinx. On ne pourra pénétrer dans les salles souterraines en partant de la patte droite du sphinx que lorsque les temps seront révolus et que les changements auront été accomplis dans cette sphère de l'existence humaine. Décodage.
Oui, ça veut dire, vous savez, les archéologues américains à l'heure actuelle, ils ont tous lu les textes de Cayce sur la salle des archives de l'Atlantide, qui est sous le plateau de Gizeh, et auquel on accède par un couloir secret qui partirait de la patte droite du Sphinx. Alors ils l'ont tous lu et ils creusent et ils fouillent, mais Cayce dit qu'il y a été laissé des êtres que nous appelons les gardiens du seuil et qui empêcheront les archéologues de pénétrer avant que cela soit autorisé, c'est-à-dire que ce soit autorisé par les hiérarchies divines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'humanité accède à des connaissances très importante dans l'état de bassesse dans lequel elle est, parce qu'elle ferait mauvais usage de ses connaissances. Vous voyez bien ce qui se passe avec toute la technologie qui nous est donnée et le mauvais usage qui en est fait. Je suppose que vous connaissez cette mésaventure à laquelle se heurte cet archéologue, à qui on a interdit, qui dit avoir découvert la salle et on lui interdit d'y avoir accès. Oui, mais je crois que c'est des choses qui ont existé. C'est vrai, je crois que c'est vrai. C'est vrai parce qu'en réalité, il y a un blocage, mais parce que l'humanité n'est pas purifiée, elle n'est pas capable d'avoir accès à ces connaissances et elle en ferait un très très mauvais usage. Donc elle ne découvrira tout ce qu'il y a sous le plateau de Gizeh que quand elle aura passé par une certaine purification. Edgar Cayce, je poursuis cette lecture 378-16. La salle murée qui contient les archives est à un autre endroit que dans la Grande Pyramide. Ces archives vont depuis le commencement des temps où l'esprit prit forme et commença à descendre sur la terre. Avec le développement des peuples durant leur séjour sur ce continent, avec les premières destructions, les changements qui survinrent, l'histoire aussi de toutes les nations de la terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide et la construction de la pyramide de l'initiation, la Grande Pyramide. Tout cela avec le nom des individus, des lieux, avec les dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes. Car avec le changement des temps, le temple doit s'élever à nouveau. Voici sa localisation. Au moment où le soleil s'élève au-dessus des eaux, la ligne d'ombre ou de lumière tombe entre les pattes du sphinx, qui a été mis là comme une sentinelle, comme un gardien du seuil, et dans lequel on ne pourra entrer dans les chambres qui s'y raccordent en partant de sa patte droite, que lorsque les temps seront accomplis et que l'on aura vu se produire de grands changements dans l'expérience des hommes sur la Terre. Ça date quand même des années 1940. Oui, mais enfin, cette salle des archives, on ne l'a pas retrouvée pour l'instant. On a bien compris, il y a énormément d'archéologues, tant américains qu'occidentaux, qu'égyptiens, enfin d'égyptologues, qui ont trouvé des choses qui laissent penser que il y a des signes, il y a des indices, mais on n'a pas encore mis la main dessus. Parce que, heureusement qu'on n'a pas mis la main dessus, parce que on en ferait un très mauvais usage. Vous comprenez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il n'y a pas, pour l'instant, on a un niveau de conscience très bas, et on ne mérite pas d'avoir accès à toutes ces informations, on en ferait un usage négatif. Et pourquoi pardonnez-moi Dorothée, mais pourquoi celles et ceux qui en parlent, qui ont connaissance de ces informations, ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus? Ben justement à cause de ça. C'est une sorte de, si vous voulez, parce que les guides qui s'occupent de nous veillent à ce que ces connaissances ne tombent pas. Vous comprenez que dès qu'une chose tombe dans le grand public, dans le domaine public, aussitôt il y a un mauvais usage qui en est fait. Alors il y a beaucoup de ces archéologues sont la réincarnation d'ingénieurs de l'Égypte ancienne qui savaient qu'ils avaient enterré des choses là, ils en ont un souvenir et ils y vont tout droit, ils mettent la main dessus tout de suite. Et eux, ils savent que c'est vrai. Mais il vaut mieux que ça ne tombe pas dans le grand domaine public parce que immédiatement, ça serait d'immenses connaissances qui seraient perverties en négatif. On n'a pas besoin de ça. Ça viendra quand on retrouvera ces connaissances, quand on aura été purifié de façon à pouvoir, de telle sorte que l'humanité aura la sagesse d'en faire un usage positif. Dorothée Queclin de Bizemont, ma dernière question pour l'instant, et puis je vais ouvrir le standard aux auditeurs et aux auditrices. Est-ce que Cayce, dans ses lectures, apporte, entre guillemets, des révélations quant à des civilisations extraterrestres? Est-ce qu'il parle des ovnis, par exemple? Ah oui, il y a une lecture qui m'a absolument passionnée et qui répond tout à fait à notre époque.
En gros, attendez, je cherche la lecture. Je vous en prie. Attendez, je vais mettre un tout petit peu de musique. Ah ben ça y est, j'ai trouvé. C'est bien, bravo. Kessi parle, c'est dans les prophéties, il parle d'une époque qu'il appelle la fin de cette civilisation, enfin le dernier affrontement entre le mal et le bien. Il dit à cette époque, c'est une époque où la pourriture des ministres des cultes, autrement dit des hiérarchies des différentes religions, sera mise en évidence dans certains endroits. Et il y aura beaucoup de troubles, de guerres, qui se produiront ici et là dans cette période troublée qui maintenant commence à être la nôtre. Et dans cette période, il y aura aussi d'autres choses se passeront. Il y aura une période de grands troubles et de grands flottements, de grandes désorganisations. Et arriveront sur le plan terrestre, donc sur la Terre, des envoyés du trône de vie et du trône de lumière. Donc ce sont les extraterrestres qui arrivent. Et ils viendront pour enseigner les hommes. Et ils feront la guerre dans les airs aux envoyés des forces de l'ombre. Et on sait qu'il y a eu, tous les gens qui s'occupent d'ufologie maintenant, ont constaté, d'après les témoignages qu'on a, qu'il y a différentes races d'extraterrestres. Il y a toutes sortes de races. Il paraît qu'il y en aurait jusqu'à 56. Il y en a qui sont très très semblables à nous, et il y en a d'autres qui sont les horribles petits gris qui enlèvent les gens. Et donc il semble maintenant acquis qu'il y a un combat entre les uns et les autres. Et qu'il y a deux types d'extraterrestres, les bons et les méchants pour simplifier. Ceux qui disent... Il n'y a rien qui change avec l'être humain, les êtres humains. Non, je sais bien. Non, mais il y a les extraterrestres qui disent « Nous sommes les serviteurs de Dieu Tout-Puissant et nous sommes là pour faire respecter les lois cosmiques. » C'est une espèce, et puis il y a une autre espèce qui s'occupe de rien de tout ça, qui sont purement des prédateurs et qui seraient responsables des mutilations animales, des enlèvements, des abductions, etc. Et il semble, il y a eu des échos et des informations comme quoi les uns et les autres se combattent, c'est-à-dire les bons extraterrestres essayent de limiter les dégâts amenés par les autres. D'ailleurs, il y aurait deux types d'ovnis, ceux qui ont des formes rondes, qui sont amenés par les bons, et ceux qui ont des formes anguleuses. Des ovnis, par exemple, ceux qui ont sévi au Brésil et qui sont décrits par toutes les victimes comme un format frigidaire, qui envoie, c'est Jacques Vallée qui raconte ça, et qui envoie la nuit des rayons lumineux qui blessent les gens. Alors les gens se retrouvent à l'hôpital avec des blessures étranges qu'on ne sait pas soigner. Est-ce que mais vraiment, ma toute dernière question, est-ce que Edgar Cayce parle des implants? Je vois que vous tenez bien informé. Non. Il ne parle pas strictement des implants. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Donc, vous savez, Cayce, dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque de Cayce. Cayce avait comme principe d'enseignement qui répondait aux questions, et en particulier aux questions des gens de son époque. Alors, à l'époque, on ne lui a pas du tout posé des questions sur les extraterrestres. Là, je vous ai sorti cette lecture qui, visiblement... Vous pourriez nous le faire revenir, Edgar Cayce, qu'on lui pose toutes ces questions, Dorothée? Oui, mais cela est... il y a un groupe de gens au milieu desquels Cayce donne des messages. Ce sont les frères de lumière de Sarlat qui continuent l'enseignement d'Edgar Cayce. Bien. Vous écoutez Radio Huissier maintenant, 95.2, plus près des étoiles. Dorothée Quéclin de Bizemont est prête à répondre à vos questions. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, ce serait bien que vous ayez écouté l'émission depuis 23 heures afin de ne pas nous éparpiller. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.